Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 août 2026 et nous sommes fidèles à notre rendez-vous avec l'émission Grand Angle. Elle a une particularité, c'est qu'elle se déroule à une semaine des festivités du 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays et nous espérons avoir choisi un thème qui est adapté à la situation. Mais avant de rentrer dans la thématique, nous allons faire un commentaire. Nous faisons ce commentaire qui s'adresse aux syndicats des retraités dans notre pays, notamment des retraités de la CREF. Parce que nous avons lu à travers les réseaux sociaux une publication qui nous a fait réfléchir. Les syndicalistes avaient envisagé de faire un sit-in le 3 août au regard de la situation catastrophique et dramatique que vivent les retraités. Et curieusement, j'ai lu une publication sur les réseaux sociaux selon laquelle il fallait que les retraités soient sereins, qu'il fallait laisser à la nouvelle ministre le temps de bien maîtriser les dossiers, qu'elle était en négociation avec le Premier ministre. Alors je me suis posé la question si ces syndicalistes défendent les retraités ou défendent les membres du gouvernement. Ou on serait tenté de penser qu'il y a une espèce de deal. La situation des retraités au Congo, elle est très bien connue. Les retraités ont pratiquement 52-53 mois d'arriérés de salaire et de pension. Ils ont touché la pension du mois de février, pratiquement le 20 juillet, et nous sommes en train de courir, de constater qu'au 8e mois de l'année, les retraités congolais n'ont touché que 2 mois de pension. C'est véritablement scandaleux. Mais qu'est-ce que la ministre cherche à maîtriser alors que les points exprimés par les retraités sont connus? Il s'agit de l'appurement des arriérés. Il s'agit de l'appurement des arrérages. Il s'agit de l'harmonisation de la valeur du point d'indice à 300 au lieu de 160. Alors nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Alors nous sommes d'autant plus surpris que souvent ce gouvernement prend pour alibi le fait qu'il n'y a pas d'argent. Mais nous en sommes préoccupés. Pourquoi? Mais parce que les prix moyens des hydrocarbures du Congo, fixés au premier trimestre, étaient de l'ordre de 79 $. Et au deuxième trimestre, ils étaient de 98,570 $. Donc on pourrait même penser d'excédent budgétaire. Alors qu'est-ce qui se passe pour qu'on n'arrive même pas à penser à payer les pensions de mars, d'avril, de mai, de juin, en se disant que nous devons boucler cette année 2026 sans arriérer, sans arriérer. Alors nous sommes véritablement préoccupés, mais enfin nous voulions relever ça avant de rentrer dans notre thématique. Alors notre thématique d'aujourd'hui, nous voulons nous pencher un peu sur la situation des gouvernants congolais face aux nombreux dilemmes qu'ils ont, face aux nombreux dilemmes auxquels ils sont confrontés. Et pour ça, nous tenons à rappeler qu'il y a eu dans ce pays en 1991 la conférence nationale souveraine qui a mis fin au système du parti unique et qui a choisi de faire entrer notre pays dans le multipartisme. Mais malheureusement, depuis que cette expérience a commencé, nous ne vivons qu'une situation extrêmement préoccupante en ce qui concerne le respect des lois et règlements de la République. Et nous voulons faire quelques commentaires généraux. Les Congolais se souviendront que lorsque le président Pascal Lissouba était au pouvoir pendant la période de 92-97, le Parti congolais du travail ne cessait d'être très critique à son endroit, comme quoi il violait de façon permanente et inacceptable la Constitution. Et on se rappelle qu'à cette époque, le président Denis Sassou Nguesso a fait la déclaration selon laquelle, cependant, est vrai le fait que je ne pourrai jamais accepter que la Constitution soit violée. Mais quand on regarde, en fait, la Constitution, ce texte qui, dans beaucoup de pays, a un caractère sacré, il s'agit de quoi? Il s'agit de la loi fondamentale et suprême.
qui fixe les règles d'organisation des pouvoirs publics et garantit les droits fondamentaux des citoyens. C'est véritablement le socle juridique d'un État. Et toutes les lois et règlements qui doivent être pris dans le pays doivent respecter la Constitution. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. La Constitution est violée tous les jours de façon permanente, dans l'impunité totale. Alors on ne comprend pas. Quand on est à l'opposition, on critique ceux qui sont au pouvoir, et quand on arrive au pouvoir, on refait pire que ceux qui étaient là. Et c'est la situation que nous vivons qui est véritablement préoccupante. Alors c'est pour ça que nous avons choisi de revenir. Beaucoup nous diront que nous faisons comme la répétition. Mais je crois qu'en termes de pédagogie, c'est extrêmement intéressant qu'on y arrive. Alors, lorsque nous voyons ces cas, nous revenons, et nous vous l'avons déjà dit, sur le cas du président de la République. Et nous n'avons cessé de dire que le président de la République du Congo est en situation difficile, délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Assez souvent, nous sommes incompris parce que les gens pensent que c'est une attaque. Non. Nous avons adopté la Constitution et la Constitution a plusieurs articles qui nous intéressent. Enfin, tous nous intéressent, mais il y en a qui nous touchent directement, comme l'article 50, qui dit que tout citoyen est tenu de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements de la République. Et nous avons l'article 15 qui dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République, le Premier ministre, les citoyens sont tenus de respecter la Constitution. Mais en ce qui concerne le Congo, comment se présente la situation? Le président de la République, écoutez bien, n'a pas déclaré son patrimoine conformément d'abord à l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et par rapport à l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015, article selon lequel tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Les choses semblent claires. Et nous avons vu dans le programme d'action du gouvernement 2021, Anatole Colinet Makosso de rappeler qu'il s'agissait là d'une disposition constitutionnelle, que c'était une preuve non pas seulement de transparence, mais une preuve de la volonté de lutter contre la corruption, contre les détournements et autres. Mais que se passe-t-il en réalité? Alors, dans le cas du Congo, le président Denis Sassou Nguesso n'a pas déclaré son patrimoine en 2002. Il ne l'a pas fait en 2009. Il ne l'a pas fait en 2016. Il ne l'a pas fait en 2021. Et figurez-vous que le 16 avril 2026, lorsqu'il a procédé à la prestation de serment dans un stade, semble-t-il, plein, une nouvelle fois, il n'a pas déclaré son patrimoine. La question qu'on se pose, la loi est faite pour qui? Qui doit déclarer son patrimoine? Et si le président de la République ne déclare pas son patrimoine, est-ce que c'est un signe d'exemplarité? Nous allons le voir plus loin que ce n'est pas un signe d'exemplarité, puisque tous les gouvernants finissent par ne pas être conformes à la loi et ne pas pratiquer pratiquement ou se soumettre à l'obligation de déclaration de patrimoine. Et on se pose des questions. La question est d'autant plus importante que tous les Congolais ont suivi, qu'en dépit de tout, bien que la Constitution du 20 janvier 2002 prévoyait dans son article 185 que la Constitution ne pouvait pas être révisée en ce qui concernait le nombre de mandats. Mais vous avez suivi toute la théorie qui a été développée, toutes les manifestations qui ont été instrumentalisées à travers le pays en disant que le président Sassou était le seul à garantir la paix et le développement. Beaucoup de choses ont tellement été dites qu'on réclamait un troisième mandat. Et vous savez que pour y arriver, il y a eu beaucoup de Congolais, beaucoup de jeunes qui ont perdu leur vie parce qu'ils se battaient contre
le changement de constitution. D'où vient que dès que la constitution est changée, on ne la respecte même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas respecté la constitution du 20 janvier 2002. Au moment où on la change, on n'est pas conforme à la constitution et on change de constitution, on adopte une nouvelle constitution, on ne l'accepte pas, on ne la respecte pas du tout. Question. Et je pense que ça s'adresse au gouvernement. Est-ce que le Congo a besoin d'une constitution? Est-ce que le Congo a besoin d'une constitution? Parce que c'est difficile d'imaginer que le 16 avril 2026, lorsque le président de la République procède à la prestation de serment, il n'a pas déclaré son patrimoine. Ça veut dire qu'avant la prestation de serment, pendant la prestation de serment et après la prestation, il n'est pas en conformité avec la loi. Ça fait réfléchir et ça amène à se poser beaucoup de questions. Le deuxième aspect que nous allons aborder dans ce cadre, vous me direz qu'on l'a déjà abordé, mais nous y revenons parce que les problèmes ne sont fondamentalement pas résolus. Le deuxième aspect que nous abordons, c'est le président de la République du Congo, qui est en même temps président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail, en violation de l'article 2, de l'alinéa 2 plutôt, de l'article 80 de la Constitution, qui dit là aussi clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Quel est le signal qu'on veut donner? Quel est le message que l'on veut faire passer? Tout en sachant que nous avons connu des événements extrêmement dramatiques dans notre pays, notamment la guerre dite du 5 juin 1997, pour laquelle le bilan, selon certains analystes, a fait pratiquement près de 400 000 morts. Est-ce la traduction de ce qu'au Congo, on privilégie le droit de la force sur la force du droit? C'est une question pertinente. Et ça place le président de la République devant un dilemme. Question fondamentale. Le Congo a-t-il besoin d'une constitution? Ou bien la constitution est faite pour à chaque fois essayer de manipuler, instrumentaliser pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir, dans l'irrespect total des lois et règlements de la loi. Je crois qu'il y a fondamentalement des problèmes. Alors, quand nous ne prenons que ces deux cas, mais parce que les cas de violation de la Constitution sont extrêmement nombreux, mais quand nous ne prenons que ces deux cas, nous arrivons immédiatement à la conclusion que le président de la République a violé, sinon il a trahi le serment qu'il a prêté, conformément à l'article 77 de la Constitution, devant la nation et le peuple, d'une part, de respecter et de faire respecter la Constitution, et d'autre part, de garantir la paix et la justice à tous. Grosso modo, nous pouvons, de façon synthétique, dire que rien qu'à ce niveau, il apparaît clairement que le président Denis Sassou Nguesso a violé l'article 50 de la Constitution, qui dit clairement que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements de la République. Il a violé l'article 55 de la Constitution relatif à l'obligation de déclaration de patrimoine. Il a violé l'article 77 qui est relatif à la prestation de serment. Et on peut, comme ça, évoquer un certain nombre. Il a violé l'article 80 qui fait que le président de la République ne peut pas être président d'un parti, fût-il Parti congolais du travail. Donc voilà, grosso modo, la situation dans laquelle notre pays se trouve. Et c'est une situation extrêmement préoccupante. Après avoir évoqué sommairement la situation du président de la République, nous pouvons nous poser la question, y a-t-il des contre-pouvoirs au niveau du Congo? Est-ce que le Parlement joue le rôle de contre-pouvoir? Je pourrais vous dire que la réponse est non. Et je peux immédiatement dire, après avoir évoqué le cas du président de la République, que le président du Sénat, que le président de l'Assemblée nationale, tous les deux
ils ne sont pas en conformité avec la loi. Et là, je ne vais pas évoquer beaucoup d'aspects. Le premier aspect que je vais évoquer, c'est l'aspect qui est relatif, comme je l'ai déjà énoncé, à l'obligation de déclaration de patrimoine. Ces deux personnalités occupent des hautes fonctions depuis 1997 jusqu'au jour. Elles n'ont jamais déclaré leur patrimoine conformément à la loi. Elles n'ont jamais déclaré leur patrimoine conformément à la loi. Et l'expérience qui a été tentée avec le décret donné par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso en 2021 ne s'est pas fait conformément à la Constitution. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, ceux qui ont fait les déclarations de patrimoine à cette époque, n'étaient pas capables de faire apparaître clairement leur date de prise de fonction. Et je leur dis de façon claire qu'aucun d'eux n'a fait de déclaration de patrimoine lors de la prise de fonction. Et je crois que tous, dans tous les cas, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun acteur responsable administratif n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi. Le deuxième aspect qui a apparu aussi clairement lors des congrès du PCT de décembre 2019 et de décembre 2025, et c'est l'actuel président du Sénat qui avait fait la déclaration en 2019, et c'est son successeur qui l'a faite en 2025, ben, ils ont déclaré à haute et intelligible voix que tous les congressistes, unanimement, ont décidé de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail, en violation, comme je l'ai dit tantôt, de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Vous voyez bien la situation, comment elle se présente. Et la déduction à ce niveau, on n'a pas besoin de chercher d'autres exemples. La déduction à ce niveau, c'est que le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ne sont pas en conformité avec la loi. Question, peuvent-ils jouer le rôle de contre-pouvoir? Ou plutôt qu'ils ont choisi de faire partie d'un système dans lequel tous les membres violent de façon flagrante, dans l'impunité totale, la Constitution et les lois et règlements de la République. Que fait l'Assemblée nationale? Surtout que je peux me rappeler qu'au cours d'une séance de questions au gouvernement au Sénat, que le président du Sénat avait rappelé que la loi est votée pour être exécutée. Et il a rappelé au Premier ministre, surtout s'agissant des attributions du Premier ministre à l'article 101, c'est que le Premier ministre est chargé d'assurer l'exécution des lois qui ont été votées. Et un contrôle doit se faire. Visiblement, ça ne se fait pas. Visiblement, ça ne se fait pas. Donc, on patauge dans l'anticonstitutionnalité, tout en rappelant que le président Denis Sassou Nguesso avait déclaré dans son message sur l'état de la nation en 2023 que nos difficultés de l'heure ne devaient pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Mais ce que je viens de vous dire fait apparaître clairement que les plus hautes personnalités de l'État au niveau du Congo ont choisi la voie de l'anticonstitutionnalité. Peuvent-elles l'expliquer aux Congolais? Qu'est-ce qui se passe exactement? Après avoir évoqué le cas des deux présidents du Parlement, des deux chambres du Parlement, nous passons au Premier ministre. Le Premier ministre, il est évident que lui aussi n'est pas en conformité avec la loi. Au-delà des déclarations qu'il fait, soi-disant, force doit être donnée à la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Quand on relit que ce soit le programme d'action du gouvernement 2021 et sur
et dans celui de l'accélération de la marche vers le développement, il apparaît clairement que les autorités investies du pouvoir, du respect de la loi doivent le faire sous peine de sanctions et de condamnations. Pourquoi cela ne se fait pas? Alors, pour être pratique par rapport au Premier ministre, le Premier ministre a démissionné le 17 avril 2026. Je crois que lorsqu'il a démissionné, il n'avait pas dû lire l'article 55 de la Constitution. Il n'a pas fait de déclaration de patrimoine. Il a été reconduit à son poste le 23 avril. Là aussi, je crois qu'il n'a pas dû lire l'article 55 de la Constitution. Le 24 avril, son équipe a été formée. Et entre le 27 avril et le 29 avril, ces ministres ont fait la passation de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Premier ministre avait déjà pris ses fonctions et les ministres, en faisant leur passation de service, ont pris leurs fonctions. Le constat qui a été fait, c'est lequel? Aucun des ministres sortants, aucun des ministres entrants, aucun des ministres reconduits n'a daigné déclarer son patrimoine. Leur chef hiérarchique direct, c'est le Premier ministre. Et le Premier ministre est chargé d'assurer l'exécution des lois. Vous voyez bien que le pays a véritablement des problèmes. Mais lorsqu'on regarde les partis qui composent ce gouvernement, aucun des ministres n'a déclaré son patrimoine. Quelle est la considération qu'ils ont pour la loi? Alors que dans tous les pays du monde, la Constitution a un caractère sacré. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Ce sont d'ailleurs les gouvernants eux-mêmes qui donnent la preuve que la Constitution n'a aucun caractère sacré. Et c'est véritablement dommage. Maintenant, quand on continue sur les partis, ce qu'on découvre, c'est quoi? Mais ils ne sont pas en conformité avec la loi. Ils ont violé l'article 50 de la Constitution. Ils ont violé l'article 55 de la Constitution. Ils ont violé l'article 26 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017, selon laquelle tous les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes clairs pour tous les Congolais que les partis qui composent ce gouvernement, à savoir, j'espère que je ne vais pas en oublier, le Parti congolais du travail, l'UPADES, le Rassemblement citoyen, le Club 2002 pur, le MAR, le RDPS, l'APC, le PRL qui est sorti du gouvernement, tous ces partis ne sont pas en conformité avec la loi. Vous m'excuserez si j'en ai oublié, mais tous les partis qui composent ce gouvernement ne sont pas en conformité avec la loi. D'ailleurs, tous les membres de ce gouvernement ne sont pas en conformité avec la loi. Et c'est là où ça devient plus intéressant. Pourquoi? Mais parce qu'il faut se référer à l'article 31 de la loi sur les partis politiques. Cet article dit quoi? En cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné et procède à la fermeture provisoire de ses locaux. Question, c'est ça les dilemmes. Question, pourquoi depuis tout ce temps, tous ces partis qui ne sont pas en conformité avec la loi n'ont jamais été sanctionnés? Et là, nous faisons un clin d'œil au nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation qui a dit devant les médias qu'il tenait au respect de l'autorité de l'État. Mais l'autorité de l'État, c'est le respect des lois et règlements de la République. Et tout le monde a les yeux tournés vers le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation pour dire ces cas sont établis. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons régulièrement informé les autorités sur cette situation. Mais rien ne bouge. C'est un système.
On ne sanctionne ou on ne peut exclure que ceux qu'on ne veut pas voir. Et le drame du pays, justement, s'agissant surtout du ministère de l'Intérieur, c'est de ne pas être en conformité avec la loi, y compris le président de la République, mais de trouver moyen d'exclure des Congolais, comme pour dire c'est le droit de la force et non la force du droit. Dans tous les cas, ils se mettent dans la position où ils considèrent que la force publique leur est acquise. Non. L'article 205 de la Constitution est clair. La force politique, la force publique est apolitique. Elle doit être soumise aux lois et règlements de la République. Donc là, je vous dis. Et lorsqu'on va un peu plus loin, mais il faut se référer à l'article 28 de la loi électorale. Et quand on se réfère à cette loi, qu'est-ce qu'on découvre? Mais on découvre que ne devraient prendre part aux réunions électorales que les partis qui sont légalement constitués. Et c'est là où on se pose la question. Qu'est-ce qui se passe en réalité? La plupart des partis qui ont pris part à la dernière élection, présidentielle, mais ils ne devraient pas y participer. C'est le respect de la loi. Alors le Congo veut-il, c'est une république bananière, c'est une jungle. Qu'est-ce qui se passe exactement? Que les gouvernants disent aux Congolais, qu'est-ce qui se passe exactement? La loi, c'est eux, ils en imposent, et eux, ils ne sont pas capables de respecter la loi. Et après, on entend dire dans les rues, non, ce problème de la conformité à la loi, on ne devrait plus en parler. J'entends même certains dire, il faut qu'on arrive à décréter que tout le monde est conforme à la loi. Non, tout le monde n'est pas conforme à la loi. Le président de la République n'est pas conforme à la loi. Le Premier ministre n'est pas conforme à la loi. Le président de l'Assemblée n'est pas conforme à la loi. Le PCT, le MAR, le RC, l'UPADES, l'APC, vous n'êtes pas conforme à la loi. Et il ne faut pas que vous pensiez que c'est vous qui donnez des orientations. On va dans le sens qui vous convient. Quand vous n'êtes pas conforme à la loi, il y a des sanctions qui doivent être prises. Et ces sanctions doivent être prises. C'est vous-même, à travers le Parlement dans lequel vous êtes majoritaire, que vous avez pris ces lois. Mais il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Alors c'est pour ça que lorsqu'on a regardé un peu ces aspects, lorsqu'on essaye d'avancer, mais on va à un autre aspect, justement. On va à un autre aspect. Comment on met en œuvre, sinon comment on applique la loi sur les partis? Et avec le ministre Raymond Zéphirin Boulou, on a vu de toutes les couleurs depuis 2018, malgré tout ce qu'on a pu dire, même de vive voix. Le 18 juin 2018, au cours d'une réunion qui avait lieu dans la salle de la préfecture de Brazzaville, le ministre Raymond Zéphirin Boulou nous a annoncé qu'après avoir examiné les rapports fournis par les préfets, on était arrivé à déceler 49 partis qui étaient conformes à la loi. Et quelques jours après, lorsqu'on a publié cette liste, il y en avait 55. Donc vous voyez rapidement, en l'espace de quelques jours, il y a 6 partis qui s'étaient ajoutés. Mais on avait bien compris la manœuvre. Et il a bien indiqué que c'était les préfets qui étaient à la base de l'élaboration des documents qui ont permis ce choix. Mais nous avons travaillé. Nous lui avons fait un certain nombre de remarques. Et c'est après coup, plusieurs années après, que nous nous sommes rendus compte qu'on n'avait pas été vigilants. Parce que plusieurs partis qui apparaissaient dans cette liste déjà n'étaient pas conformes par rapport à la déclaration du patrimoine. Nous pouvons le vérifier. D'ailleurs, une enquête devrait être commanditée sur ces questions. Parce que maintenant que les Congolais ont découvert le scandale des passeports, il faut avoir une attention sur les scandales, sur les autres aspects, surtout s'agissant du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Alors, ils ont mis au point une liste. Évidemment, le PSDC de Clément Miraza était exclu, et plusieurs partis étaient exclus, et
On avait, dit-on pas, on n'avait pas le droit d'aller au Conseil national de dialogue, puis curieusement, ça ne s'est pas tenu. Et je rappelle au ministre Mboulou que ce jour-là, il avait présenté à l'ensemble des membres qui étaient à la réunion le, le chef de file de l'opposition, mais qui n'avait pas déclaré également son patrimoine, parce que le patrimoine se déclare le jour même de la prise de fonction. Donc, qui n'était pas en conformité avec la loi, mais qui est laissé encore, selon reconnu par le ministre Boudou jusqu'à présent. Pourquoi? Pourquoi? Que veut-on exactement? Les Congolais veulent de la paix. Ils veulent tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et nous sommes de ceux qui pensent que si on veut de la paix, la première chose qu'on doit avoir, c'est le respect de la loi. Et il ne faut pas qu'il y en ait qui pensent qu'ils peuvent ne pas respecter la loi. Le président de la République n'a pas le droit de violer la loi. Le président de la République n'a pas le droit de violer la loi. D'autant que l'article 15 de notre Constitution dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. Nul ne doit être favorisé, désavantage. Tout ça, les choses sont clairement dites. Alors, le ministre Mboulou a publié des textes comme, je crois, l'arrêté 13 220, je crois, du 20 octobre 2022, et après, il a publié l'arrêté 1726 MID CAB du 30 juin 2025. Et c'est arrêté depuis 2025 jusqu'à maintenant, il ne le revoit plus. Mais il faut le revoir maintenant que nous savons quels sont les critères de ceux qui sont en conformité avec la loi. Et que nous savons que la plupart des partis membres du gouvernement ne sont pas en conformité avec la loi. Alors, il y a comme une instrumentalisation qui a été faite. L'instrumentalisation, c'est laquelle? Mais quand un parti comme le nôtre se présente dans une mairie, dans un district ou quoi, alors ils prennent ce décret où on a reconnu des partis qui ne sont pas conformes à la loi. On dit, ah non, le PSC n'est pas. Mais pourquoi? Pourquoi ce théâtre? Vous êtes fort. Vous gagnez toutes les élections. Vous gérez bien le pays. Pourquoi vous avez peur? Et pourquoi vous voulez exclure des gens? Parce qu'il faut que vous sachiez que dans l'esprit des gens, les élections, on passe à des nominations. Et quand vous prenez la dernière élection, notamment l'élection du président de la République, qui a eu lieu les 12 et 15 mars 2026, vous savez bien, elle s'est déroulée dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail ne peut pas être à la tête de l'organisation du système des élections. Le président de la République n'est pas conforme à la loi. Alors où va-t-on? Où va-t-on? C'est vrai que le président a été élu, soi-disant, avec un score de plus de 94%, mais l'élection s'est déroulée dans le respect total des lois et règlements de la loi. J'ose espérer que maintenant qu'on parle des locales ou des législatives, que tout le monde mettra tout en œuvre pour devenir conforme à la loi. Mais j'apprends pour certains que c'est difficile. Parce que la déclaration de patrimoine se fait lors de la prise de fonction. C'est-à-dire que le président de la République aurait dû à chaque fois déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction. Alors, quand ce n'est pas fait le jour de la prise de fonction, bon, peut-être que la solution, c'est celle que nous entendons les rumeurs circuler, comme quoi la tendance, c'est de décréter tout le monde conforme à la loi. Non. Vous avez pénalisé des partis, vous avez pénalisé des acteurs politiques. Continuez à respecter la loi. Dans la respectant, faisons en sorte qu'elle soit convenablement appliquée. Alors, ça fait apparaître quoi? Ce qui se passe au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et nous osons espérer que le nouveau ministre va y apporter des changements. Mais vous avez une administration qui fait apparaître clairement son manque de neutralité, son côté partisan, son côté partial, avec en ligne de mire un certain nombre d'acteurs politiques qu'il faut nécessairement bloquer, ne pas faire avancer, et surtout certainement pas, ne pas les faire élire à une élection.
Alors ça sert à quoi? Les résultats, nous le connaissons, le résultat. Les pays dans la ruine et dans la catastrophe. Les Congolais dans la misère, la souffrance, à la fois intolérable et inacceptable. Devons-nous continuer comme ça? Devons-nous continuer comme ça? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un sursaut. Je pense qu'il faut qu'il y ait un sursaut pour que les choses se passent autrement qu'elles ne se passent aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, malgré la pensée des Congolais comme quoi nous vivons un climat de terreur et de peur, mais il faut que nous nous exprimons. Il faut que nous nous exprimons. Il ne faut pas que nous nous laissons écraser par un système dans lequel on ne respecte pas les lois et règlements de la République. Ce n'est pas du tout normal. Et je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir et de faire en sorte que nous avançons. Donc voilà, du point de vue du respect de la loi, je rappelle à mes amis du PCT que vous avez eu beau rôle de critiquer le président Pascal Lissouba. Mais lorsque vous avez accédé au pouvoir, même sur le problème du respect de la loi, vous avez fait pire que le président Lissouba. Vous avez fait pire que le président Lissouba. Et il faut que vous le sachiez sérieusement et que cela soit bien connu. Maintenant, au-delà de l'aspect du respect des lois et règlements de la République, nous avons d'autres aspects. Évidemment, nous n'allons pas prendre le temps de les développer comme on vient de développer, sinon on passerait plusieurs heures. Nous allons essayer d'épingler quelques aspects. Parmi les aspects, nous avons retenu un aspect très important. C'est celui du Conseil national du dialogue. Institué par les articles 227 et 228 de la Constitution comme organe de concertation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Posons-nous la question. Pourquoi depuis 2015, ce conseil n'a jamais été formé en place? Il faut placer les gouvernants devant leurs responsabilités. Est-ce que c'est les grands problèmes qui manquent? Ne serait-ce que la grave crise multidimensionnelle que notre pays traverse depuis tant. Pourquoi les gouvernants ne veulent plus respecter la Constitution, puisqu'ils choisissent d'exclure les uns? Mais pourquoi? Et pourtant, l'on peut rappeler qu'on a voulu justifier le changement de Constitution par une volonté de faire évoluer les institutions. Mais pourquoi les institutions comme le Conseil national du dialogue, pourquoi elles ne fonctionnent pas? Pourquoi on ne la fait pas fonctionner? Alors je pourrais dire, oui, le ministre Mbéry, que Dieu ait son âme, a lancé en septembre 2019 le processus constitutionnel du dialogue national sans exclusion. Parce que le ministre Mbéry avait déclaré à cette occasion que le dialogue était constitutionnel et que personne ne pouvait s'en dérober. Mais il y a eu des voix qui se sont élevées à travers le pays pour demander qu'il y ait la tenue d'un dialogue national constitutionnel. Là, le gouvernement qui voulait éliminer les Mirassa, éliminer un certain nombre d'autres personnalités, mais ils ont choisi une seule voie, concertation politique. Elles ont eu lieu de 2009 à 2026 à Djambala, orientées vers, soi-disant, l'amélioration de la gouvernance électorale, mais elles n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. La preuve, les Congolais ont entendu les voix lors de la dernière élection qui ont déclaré clairement qu'elles ne pouvaient pas aller aux élections parce que les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, transparente et équitable n'étaient pas réunies. Les recommandations qui ont été adoptées au cours de ces concertations, mais n'ont jamais été mises en application. Vous avez l'exemple de la biométrie. Vous avez l'exemple de la mise en place d'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Vous avez le problème de la maîtrise du corps électoral. Vous avez le problème de l'élaboration des listes électorales. On a tous ce chapelet. Alors j'ai vu
dans les attributions du nouveau ministère, etc., que c'est ce ministère-là qui va maintenant se charger de la mise en œuvre de... Non. Parce que ce qu'on ne dit pas aux Congolais, c'est qu'il y a pratiquement près de 5 structures qui s'occupent de ces problèmes. Il y a le ministère de l'Intérieur lui-même. Il y a la Direction générale des affaires électorales. Il y a la Commission nationale d'organisation des élections. Il y a le Haut Commissariat auprès du Premier ministre à la gouvernance électorale. Et on a créé un comité ad hoc qui se penche beaucoup plus vers les questions de création d'un poste de vice-président, etc., mais qui n'a jamais fait l'évaluation de ce qu'il devait faire. Comité ad hoc chargé du suivi des recommandations du dialogue de Cibiti en 2015. Alors, ils sont vraiment très alertes. Ils font des réflexions pour qu'on crée un poste de vice-président. Est-ce que c'est ça qui fait que les gouvernants actuels violent dans l'impunité totale l'élection? Et pourquoi ce comité ad hoc ne fait pas l'évaluation réelle de la situation du non-respect de la loi dans notre pays? Alors c'est certainement la création d'un poste de vice-président. Mais vous ne respectez pas la loi et puis vous voulez... Vous pensez que vous pouvez tout faire avaler aux Congolais. Celle qui est là, la constitution de 2002, vous n'avez pas respecté, celle de 2015. Alors c'est quoi? Toujours pour le maintien et la conservation coûte que coûte du pouvoir. Parce que le pouvoir là n'est fait que pour vous. Mais que nous avons donné la définition de ce qu'est la Constitution. Mais la Constitution prévoit bien des mécanismes pour qu'on puisse aller. Alors on apprend, non, il y a des guerres de succession, ceci. C'est pas prévu. Mais si vous ne considérez pas la Constitution, vous ne considérez pas. Donc voilà ce que je tenais à dire au niveau de... Maintenant, l'autre aspect, c'est quoi? Selon nous, la clarification du statut de l'opposition. Je ne serai pas long là-dessus. Les Congolais ont suivi au cours de la dernière élection des partis qui se disent à l'opposition, qui ont fait, au vu et au su de tout le monde, la campagne pour le président Denis Sassou Nguesso. Ils ont même proclamé sa victoire avant que l'élection n'ait eu lieu. Les vidéos existent, on peut les retrouver. Et ils se considèrent toujours à l'opposition. Non, nous ne continuons pas à divertir les Congolais. Nous savons qu'il y a un mode de répartition de l'argent du Congo qui est fait entre un groupe ou dans un système. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alors, quand le problème qui vient après, ben c'est la situation du découpage électoral. Alors moi, j'avais rigolé quand j'avais lu le compte rendu de ce Conseil des ministres. Je crois que c'est le Conseil des ministres, je crois, du 7 octobre 2025. Et on avait écrit dans ce compte rendu qu'à l'issue des échanges qui ont eu lieu entre le ministre de l'Intérieur et les groupements politiques de l'opposition, de la majorité, du centre et de la société civile, on a jugé bon d'aller à la révision de la loi électorale. Ah bon? Mais vous n'avez pas lu la Constitution qui a prévu, dans les articles 227 et 228, l'institution d'un Conseil national qui doit se réunir sur les grands problèmes politiques du pays. C'est maintenant un petit groupe qu'on a formulé, qu'on a mis au point, etc. Mais malheureusement, ce découpage est tellement partial. Il est tellement injuste. Il est tellement inique. Sous plusieurs aspects. Mais je peux regarder l'aspect des circonscriptions électorales et l'aspect des locales ou quoi, etc. Des sièges au niveau des élections locales. Alors j'ai essayé de relire, mais je dis, comment? C'est vrai que par le passé, on a fait certainement des erreurs, mais comment ça a pu passer? Comment Madibou, avec 272 000 habitants, n'a qu'une circonscription? Poto avec 84 000 habitants, a 3 circonscriptions. Wenze avec 183 000 habitants, a 4 circonscriptions. Mongali avec 161 000 habitants, a 3 circonscriptions. Mais c'est quoi? Ils vont échapper.
vont Le t'échapper. découpage est fait en C'est ça, hein. 92, après la conférence nationale et lors du gouvernement de transition, avait été fait sur la base des critères clairs et Déjà précis. suspect. Alors on prend Filou, qui a pratiquement 387 000 habitants, au même niveau que Talangaï qui a 390 000 habitants. Talangaï a 5 circonscriptions. Mfilou en a 2. Mfilou a le double de la population, plus du double de la population de Wendy. Mfilou a 2 circonscriptions, Wendy en a 4. T'as mangé du poisson ce soir? Ouais. Mfilou a 2 circonscriptions comme Bakongo qui a 84 000 habitants. Mais où sommes-nous? Et les Congolais découvrent qu'en réalité, nous étions comme dans l'obscurité. Alors quand on parle de législative, c'est sur la base de ce découpage-là que vous voulez aller. Mais prenez un décret, nommez vos députés et laissez les Congolais tranquilles. Et après, on vient dire que le Congo, c'est un état de droit, il y a la vitalité de la... Quelle vitalité de la démocratie? Il y a un climat de terreur qui a été créé dans le pays qui ne permet pas aux gens de s'exprimer librement. Alors que les gouvernants actuels nous expliquent sur la base de quels critères ce découpage a été fait. Si je prends Point-Noir, c'est la même chose. Lumumba, avec 132 000 habitants, a 3 circonscriptions. Mongopuku, avec 297 000 habitants, a une circonscription. Ngoyo, avec près de 232 000 habitants, a une circonscription. Et Mvumvu, avec 76 000 habitants, a 2 circonscriptions. Non. Mais je comprends pourquoi beaucoup de gens ont peur de la transparence. Je comprends pourquoi beaucoup de gens sont effrayés par les chiffres. Parce que quand vous faites un tableau, vous voyez de toute évidence que c'est scandaleux. Mais vous êtes fort. Le peuple vous aime. Faites les choses normalement. Soyez transparent. Sachez que vous avez un devoir de redevabilité. Alors, quand je prends, je continue, je peux faire la même remarque pour les communes de plein exercice, etc. Parce que j'ai relevé, par exemple, que Mosenjo, avec 15 000 habitants, a 2 circonscriptions, mais vous avez des circonscriptions comme Owando, comme Madikou, qui sont autrement plus nombreuses, plus peuplées, mais qui n'ont qu'une circonscription. On fait comment? La même démarche peut être amorcée qu'il s'agit des locales. Alors, je vais terminer au niveau justement du découpage électoral sur la situation au niveau des districts. Alors, vous voyez, depuis 2001, Mvouti a 2 circonscriptions, Olombo a 2 circonscriptions et Pena a 2 circonscriptions. Mais il y a eu l'évolution démographique. Aujourd'hui, Mvouti se retrouve avec 19 000 habitants. Olombo se retrouve avec 26 000 habitants. Et Pena se retrouve avec 32 000 habitants. Et quand je prends le cas des Pena, Bétou, je n'entre pas dans les explications de cette évolution, Bétou a aujourd'hui 126 000 habitants. Est-ce que c'est normal que Bétou ait une circonscription et Pena ait 2? De Bétou et de Mvouti qui est le district le plus enclavé. De Bétou et de Olombo, quel est le district le plus enclavé? Puisque semble-t-il que les critères qui avaient servi à opérer ce découpage, c'était 1, le facteur démographique, et 2, le facteur d'éloignement, sinon le facteur d'enclavement. Mais dites-nous sur la base de quels critères ce découpage a été fait. On va laisser Mbouti avec 19 000 habitants avoir 2 circonscriptions et Bétou avec 126 000 habitants. Mettons les choses proprement au point et essayons d'avancer. Sinon, ça ne va pas du tout. Bon, après le découpage électoral, je crois que l'autre aspect que nous pouvons évoquer, mais je l'ai déjà évoqué assez longtemps, je ne vais pas revenir, c'est cette situation de l'obligation de déclaration de patrimoine. Je dirais tout simplement que depuis 2002,
aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi. Et c'est véritablement triste. Et après ça, je passe à un autre point, mais c'est la lutte contre la corruption, la fraude, la concussion, les détournements. Alors là, il faut dire et taper fort pour dire que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Son indice de perception de la corruption en 2024 et en 2025 a été de 23 sur 100, véritablement médiocre. Pour des gouvernants qui nous disent à longueur des journées qu'ils travaillent soit pour la marche du développement, soit pour l'accélération de la marche. Mais on ne peut pas rechercher le développement et tolérer, favoriser les vols, les détournements et autres. Les dossiers sont nombreux, ils sont connus. Et le constat qu'on a fait quoi? Mais ils ont choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, qui ne sont nullement inquiétés, qui se promettent, etc. Alors qu'ils sont responsables de la situation du pays. Ils sont responsables pour avoir plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Ça va continuer jusqu'à quand? Les dossiers sont connus des gouvernants et des Congolais. Alors, les derniers aspects que je vais évoquer, il y a un aspect, je crois que je ne surprendrai personne, la misère et la souffrance des Congolais. J'entends vanter des chiffres. Notre croissance sera en 2026 de 5,5%. Mais à qui profite cette croissance? Puisque les Congolais ne font que s'enfoncer chaque jour dans la misère et dans la souffrance. Et cette situation amène à se poser la question, où va l'argent du Congo? Où va l'argent du pétrole? Où va l'argent du bois? Où va l'argent des mines? Et je terminerai sur un dernier point, que tout le monde connaît aussi, le problème de la libération de ceux que nous considérons comme les prisonniers politiques, parmi lesquels Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa. Je peux ajouter à cela Bob Kabet Masuka et d'autres. Et j'en profite pour demander la libération de Fred Jonas et Fred Makika. T'as fini? Le président de l'association des consommateurs, etc. Mais il faut prendre ces choses. Donc, on a voulu faire le tour de la situation pour qu'on se rende compte que nous avons réellement beaucoup de problèmes. Et l'un des problèmes que l'on veut éviter, c'est le respect des lois et règlements. Et pour conclure, je dirais tout simplement que l'exposé que je vais vous faire fait apparaître clairement que le président du Congo n'est pas en conformité avec la loi, que la plupart des partis de la majorité présidentielle, membres du gouvernement, ne sont pas en conformité avec la loi. Et s'agissant de ces partis, pourquoi les gouvernants ne prennent pas la responsabilité, le courage de les sanctionner par rapport à l'article 31 de la loi sur le parti? Et c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Alors, je dirais tout simplement pour terminer, cet aperçu, c'est pour faire connaître que notre pays connaît une situation préoccupante, dramatique. Je dirais même que nous avons besoin du soutien de la communauté internationale pour nous en sortir. Et moi, pour nous en sortir, je souhaite que les gouvernants prennent les dispositions et que cela soit soutenu par la mobilisation des Congolais, pour que nous allions à un dialogue national inclusif au cours duquel nous allons mettre tous les grands problèmes d'intérêt national sur la table. Nous allons échanger et ça nous donnera un nouvel élan à ce pays. Il faut que nous ayons un peu d'amour du pays. Il faut que nous ayons un peu de patriotisme. Le pays va mal, très mal, et chacun de nous doit en prendre conscience, et chacun de nous doit tout mettre en œuvre pour apporter sa petite contribution que nous en sommes. C'est sur ces mots
que je termine cette émission en souhaitant que nous nous retrouvons. Je ne sais pas sous quelle forme, parce que le samedi prochain, c'est le 15 août. Ça sera la journée de la célébration du 66e anniversaire de notre indépendance. Mais nous trouverons la forme pour que, soit sous forme de méditation ou de réflexion, que nous vous invitons à ce que nous soyons ensemble dans la salle. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.